Hello, Comment tu vas? ça va bien et toi? Écoute, ça va super, hein, avec ce beau temps. Eh, t'as sorti le gilet jaune ou quoi? Ah bah attends, on sait non? Dis pas, hein. Ça se passe comme ça en France. Ah oui, c'est comme Ça ça. va Bon, plus revenir, maintenant, plus maintenant. ça va revenir, tu verras. Comment tu vas sinon? Non, mais c'est vrai que ça fait du bien, ce beau temps là. Ça Ouais. revigote. Profites-en parce que la semaine prochaine, il me semble que c'est un petit peu moins, hein. C'est vrai? Ouais, j'ai cru voir, ouais, j'ai cru voir. Bah, on en profitera pour lire des bouquins, hein, et puis se former. On continuera, hein. Ouais, exactement. Ce sera plus, en moins bronzant, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est exactement ça. C'est ça. Bah écoute, merci à toi pour accepter ma petite invitation pour aujourd'hui ce 36e live depuis ce confinement. Donc merci à toi. Merci à toi. Si on peut commencer justement pour ceux qui ne te connaissent pas, à te présenter qui es-tu et comment tu es arrivé justement à la prépa physique. Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Maxime Jacques, je suis préparateur physique dans le Grand Est, donc en Lorraine, et dans le Grand-Duché du Luxembourg, donc pays frontalier. J'habite en France et je suis maintenant préparateur physique depuis 2014, 2013-2014. J'ai commencé avec l'équipe nationale de volleyball de Luxembourg en 2015 pour la Coupe d'Europe, pour les qualifications mondiales, etc. Et j'ai eu divers clubs par la suite, comme club de volleyball principalement Valferdange, aussi pour la Coupe d'Europe, ou actuellement Strassen au Luxembourg. Et à côté de ça, j'ai eu club du Racing Luxembourg de football à Luxembourgville et en ce moment Espérange à Luxembourgville. Et on vient d'apprendre que le championnat est arrêté et nous sommes champions. Ok, Donc voilà. bah, félicitations, félicitations, c'est top. On va dire que dans le malheur, il y a un petit bonheur, même si on va dire la finalité n'est pas forcément la meilleure. Mais voilà, on commence déjà à se concentrer sur la suite et sur comment pouvoir gérer tout ça à la fin du confinement. Génial. Il y a Jérémy Maury qui demande s'il y a la D2 aussi au Luxembourg. Ouais, bah c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est un gros projet, un petit peu avec un gros projet. Et justement, on est monté donc là en BGL League, donc en étant en D2, on est monté en D1 avec une équipe de D1 pour revaloriser la ville. Top. Donc Et voilà. comment t'es arrivé en... Qu'est-ce qui te fait vibrer en tant que préparateur physique? Qu'est-ce qui a dit que je veux être préparateur physique? À la base, moi, je suis un scientifique. J'ai commencé en biologie, j'ai fait fac donc de bio, et j'étais souvent derrière les microscopes. Alors, ce qui me passionnait, c'est surtout l'anatomie humaine, voir comment elle fonctionnait. Tu vas voir vraiment les relations entre chaque articulation, chaque segment, comprendre pourquoi. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les microscopes, ça me convenait pas, et que vu que j'étais passionné du corps humain et que j'étais sportif depuis toujours, bah, c'est là que j'ai basculé sur STAPS. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte de ma passion, et j'ai eu la chance de tomber là-dedans. Et ce qui me fait vibrer, moi, c'est les émotions. Je ne vis que par les émotions et je suis quelqu'un de très empathique et ça se ressent en fait dans mon coaching. J'essaye toujours d'amener en fait la spécificité la plus précise possible pour par rapport à chaque athlète. Ok. C'est Bon, sûr. bah, top, top. Il y a quand même une spécialité que tu as, c'est quand même travailler sur la mobilité. Tu as fait une conférence il y a un an et demi maintenant de ça, Salon du fitness. Et puis Ouais. de nouveau, il y a une demi-année de ça. Donc il y a eu un an qui s'est passé. Beaucoup de choses s'est passé. Comment tu voyais la mobilité avant et comment tu vois la mobilité maintenant? Alors Raconte-moi un là, petit peu ce petit parcours. on va dire que je vois deux mondes différents maintenant. Je vois deux mondes différents et c'est simplement juste une complémentarité qui me permet de mieux comprendre le point d'origine. C'est surtout ça. J'ai commencé donc quand j'ai fait le centre du fitness à Metz, donc comme tu as dit, un an et demi, on a beaucoup parlé de tout ce qui était biomécanique, tout ce qui était physiologique. Et justement, vu que j'en avais marre de toujours voir des athlètes ou même en personal training, des personnes avec toujours les mêmes maux, mêmes douleurs chroniques, je voulais vraiment, mon objectif principal, c'était réparer ça, avoir le pouvoir de pouvoir réparer mes clients et leur apporter une liberté. Parce que je m'étais rendu compte que la liberté articulaire, elle permettait aussi la liberté psychologique. Donc, je bossais beaucoup là-dessus. J'étais très ouvert d'esprit par rapport à plein de visions des choses et j'ai un peu testé la mienne et a été basée principalement sur la biomécanique, sur le musculo-squelettique, les myofascias, etc. Et en fait, j'avais raison. Je pense que j'avais raison dans le fond, mais ce qui m'a fait vraiment un déclic, c'est me rendre compte qu'il y avait une face cachée de l'iceberg au niveau de la mobilité et ça s'appelle simplement la motricité. Et que, dis-moi. Avant ça, justement, quels étaient les outils que tu utilisais principalement justement pour travailler cette mobilité? Alors pour la mobilité, il y a différents outils qui, comme on voit, par exemple l'outil FMS, par Mhm. exemple, que de plus en plus de préparateurs physiques utilisent de moins en moins, même s'ils sont extrêmement utiles. Ils sont super, mais quand tu vois encore des clubs comme le Bayern de Munich ou des grands clubs qui l'utilisent encore, c'est peut-être qu'il faut commencer à se reposer des questions
parce qu'il y a tellement de visions qui sont différentes. Je sais pas si tu te rappelles de notre discours il y a un an, quand on avait vu les deux visions différentes. Je crois que c'était entre Bosch et Boyle, non? Je sais Ouais. plus. Voilà. Donc voilà, deux visions différentes, l'une cérébrale, l'une biomécanique. Et en fait, ben, tu te rends compte que c'est deux extrémités du même continuum et que les deux vont ensemble et que l'une ne peut pas exister sans l'autre. Et c'est ça que j'ai réellement compris. Parce que j'ai fait des tests avec des dizaines de clients ou même d'athlètes. Et c'est vrai que j'ai eu de très bons résultats au niveau mobilité, au niveau biomécanique, donc travailler sur la liberté articulaire, travailler sur le relâchement myofacial. C'est super, c'est super. Mais il y a un truc qui manquait. Je le sentais, la progressivité n'était pas assez importante. Et j'ai eu la chance d'avoir Nico Mata qui est venu en fait à ma conférence à Metz et il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, j'ai un truc pour toi. Et je suis le genre de mec, moi, à la base, tu vois, j'aime pas ça. Je Ouais. suis vraiment le genre de gars, je suis ouvert à tout, mais j'aime pas que tu viennes me parler d'un truc que toi tu fais, tu vois. Tu Parce que connaissais c'est comme déjà si avant? Tu connaissais déjà avant, Nico? je le connaissais rapidement, Ok. rapidement. Et en fait, ce qui a été étonnant, ça a été la symbiose qu'il y a eu directement entre nous, en fait. Et j'ai directement senti, il faut que je la fasse cette formation. Et cette formation, c'était IP. Ok. Voilà. Et on connaît déjà un peu tout ça suite, même si on va raconter comment ça s'est passé. Mais voilà, c'est juste la plus belle, le game changer de ma life, en fait, au niveau de la préparation physique. Parce que c'est beau de toujours travailler sur la bioméca. Il y a beaucoup de coachs qui bossent beaucoup là-dessus et qui, justement, après, essayent en fait, d'assembler plein de choses. Et quand tu regardes bien, bah, tout n'est pas assemblé correctement. Moi, par exemple, dans mon protocole de mobilité, j'établis un protocole spécifique. Tu vois, d'abord, je vais travailler sur le cognitif. Ensuite, je vais travailler sur le relâchement périphérique, donc Cognitif, t'entends quoi par là? cognitif, j'entends tout ce qui est travail du système vestibulaire, travail oculaire ou même travail tactile pour la Ok. posture. Je travaille beaucoup là-dessus. Du moins, j'essaye de toujours faire des tests parce que sur la neuroscience, quand on applique la neuroscience en mobilité, on peut très vite partir loin et on peut très vite rester longtemps sur la même approche. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment tellement de choses qu'on peut faire, c'est qu'il faut d'abord se cibler sur des choses précises. Et tant que tu l'as pas abouti, eh ben, tu passes pas sur une autre. C'est un peu ma vision des choses. Et j'ai beaucoup testé pendant, bah, maintenant, ça fait un an, hein, IP. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup testé cette façon de faire. Et je tiens à dire, et je jure sur l'honneur, que sur au moins 300 tests que j'ai fait, 300 tests réussis. Et 300 réponses à mes questions, tu vois, par rapport à chaque profil. Et ça a été ça, moi, qui m'a fait changer. Parce que pour que les gens comprennent un peu, parce que je sais pas, bon, je pense qu'avec tout ce que tu postes et les invités qu'il y a eu avant, les gens comprennent aussi. Donc, qu'ils comprennent en fait surtout ma vision de l'évolution de la mobilité, c'est que j'étais rempli de bonnes actions, que je voulais vraiment aider les gens, aider mes clients. Mais à un moment, bah, ça allait plus. Ou alors, je pense qu'on a tous vécu, ou toutes les personnes qui regardent là maintenant, tu as eu mal au trapèze, tu fais un peu un relâchement justement des tissus, des casquettes, relâchement des tissus. Que je vois. Ouais, mais t'inquiète pas, regarde, Ah, c'est un ça. truc, même pas présentable, tu vois. Et en fait, ça revient tout le temps, genre un mois après. Et les gens ils me disaient, mais pourquoi Max, ça revient tout le temps ma douleur? Et ça, c'est une question que j'avais du mal à répondre. Alors, tu sais, j'ai toujours essayé sur la biomécanique, comprendre comme quand on dit, par exemple, tu manques de mobilité au niveau de l'épaule. Alors, on dira souvent que tu as un problème de renforcement au niveau du grand trapèze, ce genre de choses. Ce qui est vrai, hein, c'est des vérités. C'est des vérités, mais cette vérité, elle est incomplète. Parce qu'on a trop tendance, que ce soit dans la médecine actuelle ou même dans la prépa physique ou dans n'importe quoi, de toujours travailler sur le superficiel. Et moi, je me suis juré d'essayer de trouver à chaque fois les origines, même si c'est un peu complexe. Mais tu es dans l'évolution continue, en fait. Et je pense que ce qu'on parle de là, dans 5 ans, on en rigolera, quoi. Même dans 2 ans. C'est ça. Mais moi, pardon, ce que je retenais aussi, c'est tout de suite ce que tu as dit au début, c'est que les deux sont un petit peu aux opposés du continuum, mais les deux sont complémentaires. C'est vrai qu'on a tendance, beaucoup de gens ont tendance à penser que, ouais, il fait de la posto, il fait que ça, il n'y a que ça qui marche, ou du sensoriel, etc. Tout comme du biomécanique, ouais, il n'y a que ça qu'on utilise et qu'il n'y a que ça qui marche. Mais ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que les deux sont totalement complémentaires et que c'est en travaillant l'un avec l'autre que tu as le maximum de résultats. Mais c'est totalement ça. Et c'est comme ça que tu fais du croisé, que tu te rends compte aussi que l'un va travailler sur l'autre et vice versa. Et que sans l'un, ça va pas aller. J'ai eu des résultats, mais tellement beaux. Pour te dire que je travaille même aussi avec du handisport. Ouais. Et c'est là que j'ai eu le plus gros déclic. D'ailleurs, Bastien, je me découvre. Si Nicolas Schneider nous regarde, ben, je lui passe un coucou parce que ça a été, c'est un ami à moi qui est préparateur physique dans le Grand Est en handisport à Nancy. Et en fait, il y a des athlètes donc d'athlétisme qui sont déficients visuels. Et en faisant justement
des formations de neurosciences, on se rend compte que les yeux sont quand même, bah, comme on le dit souvent, 80% de ce qu'on reçoit au niveau du message. Alors imagine une personne en déficience visuelle, imagine comment tu vas travailler sa mobilité quand tu as conscience de la neuroscience et que tu sais que la biomécanique est sur le moyen ou court terme, tout ce qui est thérapie manuelle. Tu vois? Et c'est là que moi, en fait, IP m'a réellement servi. Et parce que c'est là que tu peux te dire, bon, il y a des compensations qui se font dans ton corps. Et ton corps s'adapte. Et par exemple, pour un déficient visuel, qui justement peut-être voit que 1% de la vision sur un œil, voilà. Alors imagine le vestibule, comment il compense, comment les raideurs musculaires peuvent compenser, etc. Et c'est en travaillant le cognitif sur ce genre de personnes que tu vois des résultats exponentiels. Bien plus que sur des personnes lambda. Ok. Et du coup, toi, en pratique, comment tu fonctionnes? Tu travailles tout ce qui est sensoriel et ensuite tout ce qui est biomécanique par rapport à l'approche que tu connaissais déjà avant? Alors, justement, j'ai changé d'approche. On nous a toujours appris de faire tout ce qui est cortico-spinal. Travailler du centre vers la périphérie. On est d'accord. Pour le relâchement, etc. C'est ce que je me dis toujours. Je travaille d'abord l'activation cérébrale, l'activation du système nerveux central. Donc, même que ça soit par le warm-up déjà, que ça soit dans des protocoles de recover, peu importe. Et en faisant ça, en fait, je sais que le message nerveux va être optimal pour ensuite travailler les périphéries, comme les automassages, les mobilités tractées ou mobilités classiques, tu vois, ou ce genre de choses. Et je me dis que si tu enclenches justement ton corps, c'est un peu comme un diesel. Si justement tu prends pas le temps de faire d'appuyer sur le bouton on, comment veux-tu qu'après tu t'ailles vite directement, tu vois? Et en fait, pour moi, c'est simplement une rentabilité de temps. Parce que pour ceux qui nous écoutent, on parle beaucoup de neurosciences appliquées à la performance, mais il faut savoir que c'est beaucoup sur le court terme. Et ça, Mathieu Boulet nous l'a assez dit, hein. C'est sur le court terme, mais c'est le temps que la plasticité neuronale se mette en place, il faut du temps. Donc, justement, c'est ça qui est bien parce que tu vois facilement des progressivités. J'ai des amis à moi, un exemple concret, bah, même le mien, j'avais toujours mal au genou gauche, toujours mal à l'épaule gauche. Je savais que mon côté gauche était beaucoup plus faible, mais je comprenais pas pourquoi. Et depuis que j'ai amené la neuroscience et justement des corrections posturales via du sensoriel, en fait, du cognitif, donc des balles à picot, des travaux de proprioception, je dis bien proprioception, pas d'équilibre, et ben là, petite, comme petite dédicace, mais je te jure, je n'ai plus une seule douleur. Et quand je vois des photos de moi avant, bah, j'étais un peu bancal, maintenant je me tiens beaucoup plus droit, j'ai ma nuque qui est beaucoup moins en avant, donc j'ai moins de crispation au niveau des cervicales. Tu vois, c'est plein de choses, hein, un truc, quand je fais mon développé couché, j'ai toujours été puissant, mais maintenant, même quand, comme par exemple en ce moment en confinement, je vais avoir une salle de sport chez moi, je m'entraîne un peu moins. Mais vu que je fais continuellement justement une activation du système nerveux central, je reste actif en fait, parce que avec le manque de stimuli qu'on a en ce moment, bah, tu es obligé, tu vois. Et ben, je vois, j'ai beaucoup plus de, quand je fais ma bench press, j'ai beaucoup plus de rétractation des omoplates, je me sens beaucoup mieux, je suis plus ouvert. Quand je fais mon squat, pareil, tu vois, je commence à retrouver un butt wink. Bizarrement, depuis que je retravaille ça, j'ai plus de butt wink. Après, c'est des faits, tu vois. Mhm. C'est des faits. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire que l'un marche ou ne marche pas au niveau de ce continuum. Parce que quand je vais faire ma mobilité pelvienne avec mes rotations des genoux, etc., ou même mon travail de libération thoracique, je vais me sentir tout aussi bien. Tu vois? Mais en fait, la vision des choses, c'est court, moyen et long. Et c'est ça qu'il faut vraiment voir. Et ça, j'essaie de l'apporter, en fait, maintenant, dans mes athlètes. Et surtout dans les sports collectifs, par exemple. Ouais. Bon, t'as quand même réussi à avoir des gros biceps sans ça avant. On va dire que c'était un travail acharné sur une morphologie qui n'était pas forcément là à la base, tu vois. Mais bon, tu Euh, m'aurais donné peut-être une balle à picot avant, hein? c'est ça? Donc là, ça aurait peut-être être mieux, tu vois. Donc, Imagine ce que tu aurais eu avant. ça aurait pu être pas mal. Et Et on a encore plus justement, d'années. justement, parle-nous, tu parles de sport collectif. Comment tu fonctionnes avec un groupe, justement? Bah, en fait, c'est extrêmement complexe quand tu y penses. Parce que, par exemple, avec le club de foot ou le club de volleyball, le club de foot, on a 30 gaillards. Et voilà, c'est un groupe où tu as des très bons joueurs, où ça tourne, etc. Et en fait, par exemple, j'utilise aussi avec les footballeurs des GPS Stat Sport. Je sais pas si tu connais. C'est des GPS qui permettent d'avoir toutes les données sur les joueurs en temps réel. Ou même après, tu vois, sur les dérives cardiaques et j'en passe. Et en fait, moi, j'adore tout ce genre d'outils. Mais le problème, c'est que bah, ça suffit pas pour les préventions. Parce que la prévention est utile quand tu regardes, tu peux analyser la coupe cardiaque, quand tu peux analyser son appui, etc. Mais quand après tu cherches l'origine, encore une fois, je suis arrivé au club et beaucoup m'ont dit, Max, je suis crispé au niveau des mollets, je manque de mobilité, etc. Alors d'abord, j'aurais fait comprendre, les gars, c'est un peu normal quand on a des pieds comme ça dans une chaussure de foot, tu peux imaginer que tu crispes un peu les chevilles. Donc en fait, déjà, je leur ai apporté, faut aller step by step, tu vois, surtout en fonction du sport et des athlètes que tu as en face de toi. Et moi, ce que j'ai fait d'abord, je leur ai
montrer par des exercices très simples des preuves concrètes, en fait. Que ce soit pour le vestibule, tu sais, que le test de flexion des ischio-jambiers, ou alors même avec la balle à picot. J'en ai acheté un gros pack et je leur ai tous donné, tu vois. Et en fait, déjà à partir de là, ils ont vu des résultats par eux-mêmes, rien qu'au niveau relâchement. À partir de là, je leur donnais quelques explications. Et ce que je fais en tant qu'en individualité, c'est que quand j'ai un athlète en face de moi, j'essaie d'abord de voir son parcours. J'essaie de voir si il y a des systèmes croisés, si ça a été dû, par exemple, s'il a mal à la cheville gauche, ça vient pas de la cheville droite à la base, tu vois. C'est ça la base. Et je mets tous les facteurs l'un autour de l'autre pour pouvoir voir comment fonctionner avec mon athlète. Bien sûr, il y a des tests à faire, il y en a une dizaine, une vingtaine à faire, mais le principal, je t'assure, c'est l'instinct. Parce que même sur un test, ton athlète peut te fausser. Et quand il te dira ouais, j'ai pas mal, il aura peut-être encore quand même mal. Mais ça, c'est le genre de test qui te prouve que ok, Coco, t'as pas mal, mais c'est là que tu vas te blesser peut-être dans 2 mois, tu vois. Si tu continues à travailler en puissance et pas en assouplissement, en mobilité, quoi. En motricité, tout simplement. Ok. Il y a juste une question juste avant. Quelle est votre définition de la proprioception, justement? Je l'avais noté quand on a parlé. Je dis, bon, bah, ça tombe bien, elle est dans les commentaires. Ça fait toujours ce sujet à débattre, ça. Alors, la proprioception, c'est le repère de toi-même dans l'espace. C'est, comme j'avais dit dans le podcast avec No Brain No Gain, pour moi, c'est le sixième sens. Le septième, c'est le sixième. On se comprend. Parce que un truc bête, bon, tu vas en rire, Seb, mais qu'est-ce qui fait que je peux toucher mon nez là sans regarder ma main directement et pas atterrir là, comme un Bubbles? Bah, simplement, c'est parce que j'ai le repère spatial de moi-même, donc dans l'espace, et ça me permet de venir toucher au bon endroit. Et ça, c'est la proprioception. La proprioception, c'est pas de l'équilibre, parce que le bonus, c'est de l'équilibre, et l'équilibre, donc le système vestibulaire, c'est la dernière phase qui va se mettre en marche pour recalibrer le centre de gravité, en fait, lorsqu'on va tomber. Donc, si tu dis que tu fais de la proprioception, faut mieux que tu dises que concrètement, c'est simplement habituer ton corps et tes segments à être au bon endroit au bon moment pour amener un geste efficace et efficient, en fait. Ok, Ni plus ni moins. top. Ensuite, tu parlais justement avant le test. Comment ça se passe une évaluation avec toi, justement, vu qu'on en Alors, parlait? au niveau test, alors justement, bah, le test, c'est là où j'utilise les deux extrémités du continuum. Je commence d'abord par les tests sensoriels, savoir si mon athlète n'a pas un côté qui est plus déficient que l'autre, qui pourrait amener l'hypothèse que que ce côté-là est plus sujet et propice aux blessures. Et après, à partir de là, lorsque j'ai fait son profilage au niveau sensoriel et au niveau de comment il va réagir en fonction de son développement moteur, eh ben, j'amène là plus sur le biomécanique. Donc là, des tests de cheville classique, des tests de mobilité de la hanche, des tests de l'épaule. C'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, je peux justement faire des liens entre eux. Ok, J'ai un pilote qui concourt pour la Porsche Mobile One Cup, un pilote automobile, et lui était venu à la base pour un problème au niveau droit, donc au niveau des genoux, des lombaires, etc. Il avait tout le temps mal. Et par exemple, dans un pilote automobile, ils sont extrêmement raides parce qu'ils sont quand même dans une coquille avec des forces gravitationnelles de tous les côtés. Et lorsqu'ils vont changer de direction, bah, là, tu as des crispations intenses qui se font. Et en fait, il avait mal extrait partout, partout, partout. Pendant 2 mois, 3 mois, on avait fait de la mobilité, il y avait des résultats, mais ça revenait tout le temps, tu sais. Le soir, il se sentait bien, il était libre, mais ça revenait tout le temps, tout le temps. Et depuis qu'on a fait justement ce travail de profilage sensoriel, je me suis rendu compte que son côté droit était déficient par rapport au côté gauche et qu'en fait, ben, ça a concordé avec justement ces pathologies. Et quand on a essayé par des petits travails de recalibrer justement cette déficience, cette efficience, il a plus mal. Et en plus de ça, ce qui est beau, c'est que son corps s'est harmonisé, bizarrement, donc je sais pas s'il y a un lien, mais son corps s'est carrément harmonisé en fait au niveau musculaire par rapport à sa spécificité, alors qu'avant il avait trop de muscles. Donc tu vois, il avait on trop de va dire, muscles, ça. C'est moi, je vois possible, ça un ça? peu comme, de quoi? Trop de muscles, c'est possible, ça? Ah, bah, selon les spécificités, ouais. Si t'es Ah. naturel, ça sera par rapport à ta spécificité que, ouais, ça sera pas cool, on va dire ça. Sinon, il n'y en a jamais trop. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Surtout au biceps. C'est ça. Donc voilà, tu vois, moi, je vois vraiment les choses comme ça. C'est vraiment d'abord profilage cognitif, sensoriel, savoir comment ton tête il s'est développé dans sa vie, au niveau moteur, au niveau de ses sens, en fait, tout simplement. Donc proprioceptif, vestibulaire, tactile, les bases dans la neuro au niveau de la pyramide du développement. Et à partir de là, quand tu sais qu'il y a des cases manquantes, eh ben, tu peux, par rapport à cette pyramide, essayer de les reboucher, mais de façon intelligente, pour que cette base que tu rebouches, elle te permette de consolider les stades au-dessus. Et que justement, tu puisses encore mieux les développer. Ok. Et en haut, je vois le biomécanique. Parce que, forcément,
c'est la dernière chose qui va arriver. Si ton muscle il est raide d'un côté, pourquoi il n'est pas de l'autre? Et question con, tout simplement, pourquoi ton muscle il est raide? Tu vois? Pourquoi tu es raide? C'est ça la question. Et pourquoi tu as des personnes qui ont tout le temps des pubalgies chroniques et que tous les kinés ils palpent les psoas et ils appuient comme un bouton de PlayStation, tu vois? Et à un moment, à des amis kinés, je vous aime, mais à un moment, arrêtez de faire ça, quoi. Si vous avez déjà vu une anatomie humaine, vous savez que le psoas, il est tellement profond que si lui-même il est crispé, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et vu qu'il est directement relié à tout ce qui est érecteur au niveau du rachis, et que tout ce qui est érecteur au niveau du rachis vient du bulbe rachidien et donc du cerveau, il y a peut-être une liaison, tu vois. Donc voilà, moi je vois les choses surtout comme ça. Le tonus de base, par exemple, savoir s'il y a eu un tonus qui est trop raide, enfin qui est trop actif dès le départ, c'est qu'il y a une raison. Et là, c'est plus cérébral. Par contre, à contrario, pour que les gens, avant qu'on se fasse insulter si on va trop dans l'extrême, c'est qu'une personne qui se prendra un coup, par exemple, un footballeur, prenons l'exemple d'un footballeur qui se prend un coup au niveau de la cheville, et qui la cheville qui gonfle, etc., et qu'au fur et à mesure, bah, il lui manque de mobilité parce qu'elle est un peu moins active. Là, peut-être que son cerveau va moins marcher, bien sûr, parce que là, le problème est structurel. Et c'est ça la nuance, tu vois. Voir d'où vient l'origine du problème. Soit c'est structurel, soit ça vient d'un problème de base, donc de tonus, de développement. Et c'est comme ça que je fonctionne. Ok. Tu disais que tu as fait plus de 300 tests maintenant depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui sont récurrentes par rapport au déficit sensoriel et par rapport à la répercussion au niveau biomécanique? Alors, le plus concret, c'est les pieds, la base du corps. Ah non, mais c'est le plus concret. Je crois que ça, c'est 9 personnes sur 10. C'est juste incroyable. Franchement, déjà, 9 personnes sur 10, tu leur fais faire un squat, ils vont shifter. Si tu fais un squat profond, bien sûr. Et déjà, si tu fais du squat profond, c'est qu'il y a une raison. Hein. Ouais, Déjà, voilà. tu fais Je pas tiens du à le dire. body pump. Si Tu tu fais pas veux du faire body du squat pump. profond pour voir les fessiers qui partent loin, c'est pas bien. Ouais. Respectez votre corps et vos articulations. Mais, euh, mais les pieds, par exemple, parce que j'ai toujours vu des personnes qui shiftaient à droite ou à gauche. Et c'est là que tu dis, bon, c'est quoi la raison? C'est ils compensent sur le côté fort, sur le côté faible. Et quand tu te rends compte qu'en fait, bah, tu leur fais un test de capteur podal, par exemple, pour savoir si tous les capteurs sont bien actifs ou si, et ben bizarrement, dans 90% des cas, tu vois que le pied le plus sensible, le plus raide et qui a le moins de relâchement musculaire, c'est le côté où ça shift. Enfin, d'après mes expériences à moi. Et c'est là que mes clients ils me demandent mais pourquoi je shift, pourquoi justement je suis plus raide du côté là, pourquoi j'ai moins de force? Et je leur dis si t'as moins de force, c'est parce que t'es moins relâché. Et c'est ça le secret entre des sportifs mondiaux ou des sportifs nationaux, c'est le relâchement musculaire. Parce que si tu veux amener une contraction musculaire, donc une bonne charge en contraction, ben, il va falloir qu'avant, eh ben, tu sois relâché. C'est comme le principe, pour moi, c'est des lois universelles. Tu connais un peu ma mentalité là-dessus. C'est des lois universelles. Tu dois dormir pour pouvoir mieux récupérer. Tu dois reposer ta fibre musculaire pour pouvoir la développer. Là, c'est pareil. Pour la contracter, simplement, c'est encore une fois, tu vois, des cycles courts, moyens, longs. Et ben là, sur un cycle hyper court, plus tu auras un relâchement rapide, plus tu auras une contraction rapide. Donc, si tu as un côté qui relâche moins bien, tu auras un côté qui contractera moins bien. Et si on le voit sur un graphe, et ben, ça va faire comme ça. Alors que l'autre côté, qui relâche bien, bah, ça va relâcher, mais ça va partir plus haut. Donc là, la force sera beaucoup plus intense. Donc, tu dis, bon, je le sens pas, tout le monde s'adapte. Moi, j'ai 29 ans, ça fait 28 ans que je me trimballe avec des compensations. Mais comme tout le monde, tu vois. Et c'est ça qui peut amener, si tu as un manque d'adaptation, ben, justement, une épaule qui part, la tête humérale qui part un peu pour compenser, ou un shift sur le côté, ou ce genre de choses. Ok. Je vais faire le lien justement. Il y a Bastien, il a mis une chaussure et en même temps, il y avait une question juste avant. Est-ce que tu préconises le squat pieds nus? Justement, comment tu vois un peu ce travail de pied avec déjà le travail musculaire du pied et l'intérêt de la chaussure justement dans le développement athlétique? Alors, la chaussure, elle peut être bonne et mauvaise. On a souvent tendance qu'elle est mauvaise. Je vais d'abord dire le contrario de ce qu'on va dire en conclusion, hein, mais elle est bonne dans certains cas, par exemple en athlétisme, pour un pourcentage des athlètes sur les nouvelles générations de chaussures où par exemple, il n'y a pas de talon. Pourquoi? Parce que cette chaussure-là, elle peut être intéressante pour ceux qui ont une posture parfaite, une biomécanique parfaite en course dans leur spécificité, car ils ne posent pas le talon. Comme l'être humain devrait être à la base pour courir. On ne devrait même pas poser le talon normalement. C'est pour ça qu'on manque de mobilité à la cheville. Et à contrario, dans 99% des cas, la chaussure est mauvaise parce que dès que tu as 3 cm d'épaisseur au niveau de ta semelle, en fait, les capteurs podaux, ils reçoivent pas le message nerveux. Ce qui fait que déjà, le cerveau, il pense que tu as un plâtre, on va dire, grosso modo au niveau de ton pied.
Tu vois, pour que tu comprennes ça, enfin, pour que les gens comprennent ce que toi, tu sais. Mais si justement, t'as pas le fondement de ton corps qui est ancré comme un aigle au sol, comment veux-tu qu'après le reste de ton centre de gravité se mette correctement, tu vois? Après, à contrario, encore une fois, je vais dire n'importe quoi, un footballeur qui doit travailler son vestibule, son équilibre, si tu le mets sur une plateforme instable tel un Bosu, eh ben moi d'abord je fais travailler de base pieds nus pour qu'il y ait une globalité posturale qui se remette bien au niveau de l'équilibre, du vestibule, une bonne activation. Par contre, quand on passe par exemple n'importe quoi en PPS, en prépa spécifique, eh ben là je le mettrai avec ses chaussures de foot, tu vois, pour que le corps puisse s'adapter en fonction de la spécificité du contexte qui va venir et surtout des stimuli que tu vas recevoir. Parce que c'est ça le secret. Parce que c'est comme tout. Il y a le général et il y a le spécifique. Donc, comme dit Weineck, il n'y a pas de vérité, il y a que des tendances. Et quand je pense, quand on a compris ça en tant qu'entraîneur, c'est qu'on peut déjà bien se remettre en question et ne pas avoir peur d'évoluer. Il y a une question, justement. Les chaussures minimalistes, l'utilité, bénéfice en salle de muscu? Euh, alors, pour être honnête, pour être honnête, je n'ai pas d'avis réel dessus. Parce que, autant, oui, dans le principe, je vais te dire oui, mais d'un côté, je vais te faire une couche sur le pied, tu vois. Donc, comme on dit, t'es mieux pieds nus qu'en chaussettes. Après, marcher avec des chaussures minimalistes, ça peut être cool, mais dans tous les cas, on marche sur du bitume. Donc, si tu mets des chaussures minimalistes, pour moi, va dans la forêt. Tu vois le truc? C'est en fonction du contexte. Donc, ça peut être bien sûr, mais pas dans tous les contextes. Parce Ok. qu'après, si tu n'as déjà pas l'habitude de marcher et que tu mets des chaussures minimalistes pour faire le même trajet que tu fais avec des chaussures normales où tu as des semelles et que tu n'as plus l'habitude de taper le talon, excuse-moi, mais les chaussures minimalistes, elles vont te faire mal. Donc, mais par exemple, comme dit Arnaud, qui d'ailleurs est le kiné d'Espérange, oui, c'est vrai que en salle de muscu, c'est pour éviter d'avoir de relâchement du gainage. Oui, il a raison. Là, par exemple, c'est utile. Comme ça, t'as pas les pieds sales. Et en plus de ça, t'as quand même un minimum de contact au sol. Totalement, ouais. C'est juste. Il y a une autre question. Et les chaussures en haltérophilie? Alors, les chaussures d'haltéro, perso, je suis pour parce que c'est quand même plat. Après, c'est vrai que t'as pas l'activation de la voûte plantaire, concrètement. Parce que qu'est-ce qui va te permettre, pour les gens qui nous regardent, qui comprennent aussi le principe des fondamentaux du pied, ta voûte plantaire, c'est ce qui va te permettre en fait d'activer la chaîne postérieure, donc tout l'arrière de ton corps, dont les mollets. Pour ça que si tu es raide déjà de là, eh ben, tu as les mollets raides, des ischio-jambiers, des fessiers, qui quand on y pense sont quand même la moitié entre le membre supérieur et inférieur. Donc si tu as des fessiers qui sont inactifs, eh ben, le mal de dos, il est chronique, tu vois. Et encore une fois, pourquoi tu as les fessiers qui se connectent pas au reste du corps? Ça va venir de là ou de là. Et ça, on en reviendra après. Il y a chaîne ascendante et chaîne descendante. Et ça aussi, je travaille en fonction de la pathologie, tu vois. Mais, euh, attends, je me suis perdu, excuse-moi. Je me suis perdu ça. C'était par rapport aux chaussures d'haltérophilie. Oui, voilà. Vu que t'as pas la voûte plantaire, excuse-moi, désolé. Pardonnez. Vu que t'as pas la voûte plantaire qui se contracte, avec justement tout ce qui est digital et talon pour l'activer et justement renforcer la chaîne postérieure, eh ben, on va dire que tu feras des bons mouvements parce que tu auras les pieds au plat, donc tu n'auras pas de problème de semelle. Tu auras quand même un peu plus d'activation parce que les semelles sont super courtes, mais je pense qu'au niveau de l'activation de ta chaîne postérieure, ce sera pas optimal. Donc peut-être que tu peux avoir une efficience de 2 à 3 à 4% en plus si tu es tête pieds nus. Tu vois, je vois les choses comme ça. Donc, je suis pour, mais si tu peux t'entraîner sans et apprendre justement à contracter ta voûte plantaire pendant que tu fais ton squat et après le faire avec la chaussure, je pense que tu es gagnant. Ok. Il y a eu beaucoup de théories enfin, beaucoup de théories dans tout ce qu'on a dit là, entre la mobilité, etc. Mais quel transfert et l'intérêt qu'il peut y avoir justement de tout ce travail de mobilité et donc de neuro par rapport justement à la performance en elle-même pour un sportif? Alors là, bah, pour moi, c'est la base. Parce que vu que pour prendre la pyramide à l'envers, tu as la performance en haut. Donc tout ce qui est cognitif, c'est ton entraînement, c'est le stade 4. Celui qui va te permettre de prendre les bons stimuli, de savoir comment changer de direction, transférer la bonne énergie au bon moment, par les chaînes croisées ou autres, pour un changement de direction sur un footballeur, par exemple. Mais avant tout ça, tu as la coordination, tu as tous les récepteurs que tu as, les stimuli que tu vas recevoir, et tu as aussi les sens qui font ton côté moteur. Donc en bas, on a le côté moteur, donc le mouvement. Par exemple, tu as beaucoup de personnes, tu leur demandes de faire ça, ils n'arriveront pas. Tu auras le bras là qui va monter, celui-là, il ne sera pas en adéquation avec la symétrie de l'autre bras. Mais pourquoi? Parce que justement, cette base motrice n'est pas forcément optimale, mais comme tout le monde.
Mais le problème, c'est que si tu réenchères quand tu remontes en haut de la pyramide, est-ce que ta performance là, elle sera bonne si le côté moteur sera bon? Bah, elle sera moins. Et comme dit Frank Bosch, c'est la coordination qui amène la force quand même. Tu vois? Donc ça, si c'est intéressant de voir les choses comme ça. Parce que le transfert de ton énergie, il va passer par tout ce qui est justement biomécanique, structurel, par ce qui est les myofasciales, les articulations, etc. Pour un boxeur qui vient mettre un coup, ça part de la cheville, ça remonte jusqu'à la ceinture pelvienne pour monter vers la chaîne scapulaire. Donc il y a un transfert d'énergie. Et si tu es raide, eh ben, tu pourras pas amener ce transfert d'énergie au top. Donc, et après, quand tu vas encore plus loin, pour un volleyeur qui doit faire une passe parfaite au bon moment et non pas avoir une main comme ça, par exemple, et ben là, tu vas travailler justement ce côté moteur. Mais la mobilité, elle découle de là. Donc, on va dire, grosso modo, mobilité, tu penses à transfert d'énergie et motricité, tu penses simplement à coordination pour ce transfert. Tu vois, je le vois comme ça. Ok. Il y a eu deux questions. Max, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Pourquoi travailler sensoriel avant la thérapie manuelle? Il vaut mieux pas libérer un segment avant de lui laisser la possibilité de se corriger? Alors, c'est un bon point de vue. C'est justement, moi, je pense que tout est vrai, mais à un certain pourcentage. Après, moi, je pense quand même, on nous a souvent répété, et puis c'est vrai qu'en l'ayant testé, ça marche beaucoup mieux. Par exemple, si tu relâches d'abord le cerveau au niveau de ton message nerveux, tu peux être sûr que déjà ton muscle sera légèrement plus relâché. Donc, quand tu vas passer des automassages dessus, par exemple, tes trigger points, tous tes points de compression, ils seront déjà un peu plus souples, parce que le tonus sera un peu relâché. Donc, tu vas pouvoir, je pense, accentuer cette rentabilité d'automassage. À côté de ça, c'est vrai, en réfléchissant, si tu fais automassage, bon, je pense déjà que tu auras un peu mal parce que tu auras des gros points de compression. Et après, c'est vrai que, par exemple, faire la balle à picot en dernier, ça pourrait peut-être aussi amener du surplus. Mais je pense que la rentabilité en pourcentage est mieux quand tu fais d'abord le cerveau et ensuite, parce que c'est quand même corticospinal. Toute l'information vient de là, ça, tu reçois par là et ça descend. Et après, pour la posture, c'est du bas vers le haut. Mais tu vois, je pense que c'est quand même plus rentable de le faire avant. Le cerveau Ok, avant tout, c'est le chef d'orchestre, hein. c'est ça. Connaissez-vous et que pensez-vous du concept Kin Stretch? Kin Stretch. King stretch. Est-ce qu'il peut un peu développer? Ouais, parce que moi je connais pas, donc King ouais. stretch. Le roi du stretching, c'est un peu comme le roi du matelas. King Stretch, c'est ça. Désolé, c'est trop simple. C'est pas grave, ça passe. C'est une blague Lorraine, donc ça passe. Voilà, c'est la blague de fin de journée un peu fatiguée. Non, c'est vraiment savoir ce que c'est. Après, Voilà, je sais pas qui l'a dit en. c'est Je sais pas Kong qui en a parlé. Stan, j'arrive pas à le prononcer. Mais il va voir. En attendant, il y a une autre question. Quelle stratégie adoptes-tu pour gagner en mobilité de hanche? Alors, pour gagner en mobilité Cas de hanche, concret. alors, première chose, ne vise pas tes hanches. Moi, avant de, comme je disais, là, par exemple, on parle beaucoup de chaîne descendante en partant du corticospinal, donc du cerveau vers la périphérie du corps. J'aime bien travailler en chaîne ascendante quand il y a des pathologies particulières, comme par exemple les footballeurs, qui ont souvent des chevilles raides. Et en fait, sans qu'on s'en rende compte, on s'adapte souvent à notre démarche. On est raide des chevilles, mais on fait pas trop attention. Donc en fait, par rapport à tes chaînes, ton corps, c'est quand même au niveau structurel des chaînons l'un après l'autre. C'est ton genou qui va prendre. Et après, sans que tu t'en rendes compte, si tu as une bonne musculature du genou, bah, ça va remonter et ça va rendre ton bassin raide. Donc moi, ce que je te conseille, si tu travailles ta mobilité pelvienne, tu fais d'abord, tu mobilises ta voûte plantaire, tu mobilises et tu la actives aussi en renforcement. D'ailleurs, Seb a énormément de vidéos là-dessus dans son Instagram et c'est de la folie. Non, mais sérieusement, hein, Ouais. c'est une vérité. À côté de ça, tu mobilises ta mobilité en flexion avec des rotations internes et externes du genou. Et après, tu travailles ta mobilité cheville. Et je peux t'assurer que dans les trois quarts des cas, tu arriveras plus facilement à faire tes mouvements de hanche que si tu cibles que la hanche. Et si on va aller encore plus loin, essaie de voir si tu n'as pas des problèmes au niveau de tes rétractateurs d'omoplates. Parce que souvent, ça peut aussi, en chaîne descendante, venir un peu fixer le bassin. Donc voilà, ça joue un peu aussi. Mais ça, encore une fois, est-ce que ça vient d'un problème de muscle ou ça vient d'un problème de mouvement qui fait que tu as des micro-compensations et à un moment que tu as mal? Tu vois? C'est là la question qu'il faut se remettre en question. C'est pour ça que j'étais content que tu m'invites pour ce live. Euh, il y a l'explication par rapport à King Stretch. C'est 2 minutes Yes. d'étirement et 10 secondes, 10 secondes. 2 minutes d'étirement. A priori, c'est ça. Ok, alors je pourrais pas répondre à cette question avec toutes les données parce que quand on n'a pas toutes les données, il faut pas affirmer quelque chose.
Mais déjà, 2 minutes d'étirement, c'est de la souplesse, c'est de l'assouplissement. L'assouplissement, en tant que préparateur physique, je ne le ferai jamais pendant une séance, surtout avec cette durée-là. Je la ferai plus, par exemple, 2, 3 jours après, quand tu sens que ton cerveau a besoin d'une petite dose d'endorphine, de relâchement, et de sentir que ton muscle existe encore au niveau élasticité. En fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est ça qu'on a besoin quand on a besoin de s'étirer. Et, euh, et après les 10-10, je sais pas de quoi ils parlent, mais à moins que ce soit un peu comme de l'activodynamique, peut-être. Mais encore même maintenant, les activodynamiques en football, pour dire avec Espérance, je les fais plus. Je les ai fait une fois et on a perdu le match. Donc depuis, je sais pas si je te promets, depuis je fais plus. Je préfère, et puis il y a aussi un principe de base. Ah, 10 secondes contraction agoniste, 10 10 secondes secondes. agoniste. Ah non. C'est intéressant, ça peut faire un choc et un peu c'est une espèce de co-contraction version stretching, hein, en y pensant. Mais c'est quoi? Je testerai sur moi-même. C'est intéressant, hein. Je suis chez moi et puis je fais pas grand-chose en ce moment, donc si je me claque, au pire, c'est pas grave. Et Ok. je redirai ça. C'est intéressant, une nouvelle technique. Ok, top. Mais je Mais pense écoute, à prendre avec des pincettes. mais de toute façon, après, je pense qu'il faudra qu'on ait le protocole complet parce que moi, je connaissais pas perso, donc histoire d'avoir un peu plus Mhm. de données par On rapport à peut ça. pas juger sans. Mais après, voilà, juste sur des longs assouplissements, il y a beaucoup d'entraîneurs de football qui font encore des stretching avant des séances d'intermittent ou des séances de vitesse ou d'intensité. Quand je vois ça, j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Parce que c'est ça qui va provoquer des micro-lésions au niveau de ta fibre musculaire. Et en plus de ça, d'un point de vue même déontologique, éthique, on va pas inhiber une fibre musculaire pour ensuite l'activer. Bon, tout à l'heure, j'ai dit relâchement pour contraction. Mais c'est pas le même système encore là, tu vois. Donc, moi, je suis pas trop pour. Je suis plus sur un truc vraiment à part, un recover day, tu vois, où là, tu fais un peu de mobilité, un peu d'assouplissement pour te sentir bien. Et là, par contre, je suis d'accord. Ok, top. Je regarde sur des questions. Hop, hop, hop. Technique du Pies and Rice. Bah, tu sais quoi? Après, je regarderai tous les petits. Pas de souci. Constantin avec plaisir. Top. Avec grand plaisir. Écoute, il y a plus de questions, donc c'est top. Euh, Si tu pouvais nous citer trois ouvrages que tu pourrais conseiller à tout préparateur physique, hein. Alors ça, je les ai même préparés sur une feuille. Écoutez C'est- bien, les amis. Ouais, ouais. Alors, je vais me permettre d'en donner 5. Je vais en donner 3 qui sont basés sur la préparation physique, qui sont un peu pour moi des bibles. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir, grâce à des amis, d'autres amis préparateurs, ou même des recherches sur Internet ou autres. Donc là-dessus, je tiens d'abord à les remercier eux, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir ces livres-là qui sont extrêmement compliqués à avoir. Mais lorsque vous les avez, franchement, foncez. Alors, je vous conseille, moi déjà tous les livres de Boyle, parce que ils sont super intéressants. Au niveau biomécanique, structurel, c'est super parce que c'est de l'anglais. Faut relire 3 fois la phrase avant vraiment la comprendre. Mais le problème, c'est que les traductions des livres anglais aux livres français, bah, c'est un peu de la bouillabaisse, tu vois. Et des fois, les traductions sont tellement mal faites que tu n'arrives pas à comprendre le réel sens que l'auteur voulait t'amener, en fait. Donc, je vous conseille d'un peu vous améliorer en anglais et de ne pas avoir peur de ça. Même si on passe plus de temps, c'est du gain de temps, en fait, sur le long terme. Donc, je vous conseille Functional Training for Sport de Boyle. À côté de ça, Romain l'avait dit, pour moi aussi c'est une bible, parce que ces genres de livres, ils font 400-600 pages, mais tu pioches dedans. Triphasic Training de Carl Dietz et Peterson. Et le troisième qui pour moi est le plus important, et aussi grâce à Romain, Romain si tu nous regardes, merci encore, c'est Super Training de Yuri, alors ça c'est pour ça que je vais le noter, parce que j'arrive pas à dire son nom. Yuri Verkanski. Mais écris-le comme ça se prononce. Tu trouves pas. De toute façon, tu tapais trois, quatre premières Super lettres, Training, voilà. ça passe. Et à côté de ça, au point de vue mindset, parce que ça, on n'en a pas parlé pendant le live, mais dans la mobilité, tu as aussi le côté énergétique. Pour ceux qui sont un peu dans les autres spirituels, on va dire, entre guillemets. Mais tes énergies, si elles sont comme ton corps, si elles sont de travers, bah, tu pourras pas aussi transférer facilement cette énergie-là. Donc, l'énergie se fait aussi par le développement personnel et surtout l'assainissement de ton parasympathique, de toi-même, en fait, de la vie de tous les jours. On vit dans une société anxiogène et c'est anxiogène, mais en fait, elle t'amène des micro-crispations. Et le problème, c'est que ces micro-crispations, ben, elles vont créer aussi des problèmes. Regarde le nombre de clients que j'ai au Luxembourg, par exemple, qui ont des postes très importants, hein, et qui me disent, Mac, j'en peux plus, j'ai tout le temps mal, etc. Et c'est surtout des crispations psychologiques qui font ça.
Et j'avais des clients qui, par exemple, s'étiraient tous les matins. Et en fait, au jour au lendemain, j'ai dit d'arrêter. Et du jour où il s'est arrêté de s'assouplir, le matin, bah, il est beaucoup plus mobile. Ok. Il a moins mal au dos. Ok. Donc, voilà. Ah oui, excusez-moi, je vous ai pas dit les deux livres. Bah ouais, quand C'est même. alors quand même. Alors, je vous conseille vraiment de lire. C'est Le Secret de Ronda Rousey, je crois. Ronda Rousey, un truc comme ça. Pas la catcheuse, hein. Et le deuxième, c'est Le pouvoir du moment présent. Donc voilà, c'est le petit Ok. côté mindset. Je vous le T'as même, conseille. t'as t'as Si même vous pas aimez. cité t'as même pas cité d'auteur luxembourgeois? Comment? T'as même pas cité d'auteur luxembourgeois? Je peux être honnête? Je sais pas Vas-y. s'il y en a. C'est ça. Il y a des bons joueurs de foot. Franchement, il y Ah, a des très bons joueurs de foot, des très bons volleyeurs, des très bons pilotes Porsche. Mais des auteurs, je ne sais pas. c'est possible. Après, après, il y a quand même, non, franchement, je dis ça, je rigole, je taquine un peu, mais au Luxembourg, il y a vraiment un déclic qui se fait petit à petit au niveau de tout ça, au niveau du sport et de la science du sport surtout. Et ça, c'est intéressant. D'où maintenant aussi l'Institut du haut niveau luxembourgeois qui s'est créé, qui est très très intéressant avec des, des milliers et des milliers d'euros d'investissement au niveau d'outils d'analyse. Et ça, c'est vraiment super. Donc petit à petit, Qui t'inquiète. va, qui va lentement va sûrement, dit-on. Comment? Qui va lentement va sûrement. Exactement. C'est ça. Quand on fait sur le bon chemin, c'est le principal. C'est ça. J'aimerais revenir sur le dernier point là que tu as dit, justement, par rapport à cette énergie. Je sais que tu as pas mal de croyances et de visions par rapport à de la vie, on va dire. Si tu pouvais un petit peu développer ça pour ceux qui connaissent pas. Ben, en fait, c'est un peu ma vision des choses qui m'a permis, bon, moi, au niveau du sport et de la mobilité, de me remettre en question et de comprendre qu'il y avait d'autres facteurs. Comme j'ai dit dans le podcast avec No Pain No Gain, je vois la vie un peu comme l'ikigai. Donc la vision asiatique où tu as plein de facteurs et ils se regroupent en un. Et que ce milieu que tu as, c'est ça que tu recherches. Et qu'en fait, s'il y a des facteurs que tu n'as pas pris en compte ou que tu ne peux pas maîtriser, bah malheureusement, tu pourras pas maîtriser ce centre qui t'appartient à toi en fait. Et ça, je l'ai compris en fait depuis tout petit parce que je suis un grand passionné de d'histoire antique, de philosophie grecque, j'ai même un tatouage grec, une phrase socratique sur la peau, tu vois. Je suis vraiment passionné par ça parce que pour moi, à l'époque, ils avaient déjà des visions que nous, de civilisation moderne, pour moi, on est arriéré en fait, que ce soit au niveau de la connaissance du corps humain. Comme je disais tout à l'heure au début du podcast, on travaille toujours sur des superficiels, sur des couches. T'as mal au dos, c'est ton dos c'est tes lombaires qu'il faut travailler. Non, t'as mal, monsieur, vous êtes gros, vous avez mal au ventre parce que vous êtes gros. Non, t'es gros parce que t'as mal au ventre, parce que ton système digestif est foutu. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, même dans la psychologie humaine, je trouve que tout est mal fait, tout est fait à l'envers. Et quand j'analysais un peu les visions des choses de l'époque, ben en fait, ça m'a remis en question sur moi-même comment les gens faisaient. Parce que j'ai toujours une peur quand j'étais jeune, c'est d'être comme tout le monde, de faire le petit train de vie de monsieur tout le monde et de pas apporter aux gens, en fait. Pourquoi, je saurais pas te dire, hein. C'est en moi, c'est comme ça, et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment toute cette vision psychologique, spirituelle, scientifique et surtout même humaine que je mets, en fait, primordialement dans tous les facteurs, et même quand je suis avec un athlète, même quand je suis dans n'importe quelle situation, tu vois. Et je t'assure que quand tu essayes de t'ouvrir à des visions des choses qui sont pas forcément les tiennes à la base, eh ben, tu arrives toujours à grappiller un truc qui te fait évoluer. Et je sais plus dans quel podcast, je crois que c'était dans un des tiens, où il disait que même si tu augmentes de 0,0001% ta productivité en une journée, bah, tu seras quand même une meilleure personne. Parce que tu auras fait évoluer les choses, tu vois. Et voilà, moi, c'est ma vision des choses. Et si tu veux savoir la phrase de Socrate, pour ceux qui veulent savoir, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Voilà. Pour ceux qui sont un peu passionnés par ça, je vous invite à faire des recherches sur cette phrase. Parfait. Et du coup, Voilà. la question d'après, quelles sont tes influences? Est-ce qu'il y en a vraiment? Alors, les influences. Alors, généralement, quand on pose la question, on attend des noms, tu sais. Je parle pas des Genre, Instagrammeurs, hein, je parle des vraies influences, hein. ouais, petite bonne taille, putain, merde, c'est débile. Non, ouais, justement, tu sais, on a toujours tendance à personnifier, en fait, l'influence, mais je pense qu'un être humain se développe à des influences plus générales. Comme je disais tout à l'heure, culturelles, historiques, scientifiques. Et moi, ce qui m'a le plus vraiment changé au niveau de ma vision des choses, c'est mes proches, que ce soit amis préparateurs, amis ou autres, qui avaient, au fur et à mesure de ma vie, en fait, découvert des choses, bon, aussi par des auteurs très connus, hein, que je respecte. Mais je respecterai plus la personne qui m'a parlé de ça et en me disant, j'ai ajouté ça et je comprends ça. Et j'ai quelques noms en tête de certaines personnes qui m'ont, justement, de mes proches et amis qui m'ont permis, en fait,
d'être l'homme que je suis maintenant au niveau de ma vision des choses. Donc, on va dire c'est plus un contexte général et ce que les autres ont fait que je n'ai pas pu réussir à faire qui m'influence. Ok. Ça change de ce qu'on a tendance à écouter, mais c'est top. C'est bien. Ouais, j'aime Bien. pas. Tu sais, ouais, Schwarzenegger, elle avait des beaux biceps. Ouais, c'est ça. Ah, par là, c'est vrai qu'il faut aller. Pour la bonne, hein. C'est ça. Il y a- Pour revenir par rapport au Luxembourg, avant, il y a Bastien, elle a quand même commenté. Il y a la thune au Luxembourg, c'est connu pour les Belges. T'inquiète, c'est connu pour les Français aussi. C'est ça, Mais, c'est ça. bah tiens, d'ailleurs, ah tiens, il y a Zarchou, c'est mon ami et collègue préparateur physique que je t'ai parlé durant le handisport. Pour ceux qui veulent s'intéresser au handisport et au niveau neurologique, je vous conseille d'un peu parler avec lui, c'est pas mal. D'ailleurs, en ce moment, il fait une thèse sur le développement de l'enfant par rapport à justement le développement. C'est vraiment intéressant. Je pense que là, il va pouvoir lancer une thèse. Ah oui, Mais, euh, génial. mais ouais, ouais, franchement, il y a des belles choses qui se font en ce moment. Donc, Il y en aura de c'était plus en quoi? plus, hein. Ouais. Bah, les visions changent. C'est ça. Après, c'est comme tout. Je pense que toi, surtout toi le premier, toi qui as été aussi précurseur, donc justement un peu de la neurologie appliquée et de la posturologie dans la performance sportive, au niveau de notre génération à nous, bien sûr. Hein. Il faut rester Ouais, quand dans même. nos places. Hein. J'ai eu Tu des me gens dis. avant nous, Ouais. dont on parlait pas, et qui étaient bien plus importants. Hein. Mais dans notre génération, c'est vrai qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait et en fait une vision holistique. Et c'est ça qui va permettre à n'importe quelle personne de se développer, que ce soit au niveau performance ou même au niveau, bah, comme on disait dans ce thème-là, la mobilité, quoi. C'est la mobilité, motricité, mobilité, performance, transfert, performance. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. S'il y en a un qui manque, ça va pas le faire. Pourquoi pourquoi un athlète, par exemple, Nicolas Zinschneider, il travaille énormément les gammes, la coordination. Pourquoi? Parce que ce soit un échauffement pour activer le système nerveux central, la coordination des chaînes intramusculaires, pour amener justement une efficience au niveau du geste par la suite. Parce que qu'est-ce qui va différencier un coureur kényan et d'un coureur, je sais pas moi, biélorusse peut-être, hein, on dira c'est les fibres musculaires. Je dirais oui, mais c'est peut-être aussi le rebond de ces fibres musculaires, tu vois. Mais pourquoi une rebond plus que l'autre? Parce que sa biomécanique a été travaillée. Mais cette fois-ci avec la proprioception des gammes, donc du repère et la correction du coach. Donc là, c'est plus du structurel, mais qui joue aussi sur le. Donc tu vois, il y a aussi dans ce continuum, il y a aussi, je pense, des choses qui se trouvent là. Et ça, c'est bien. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc arrêtez de faire la guerre, les gars. C'est ça, c'est ça. C'est, il n'y a pas de vérité, il y a que des tendances. Retenez cette phrase aussi, Weineck, C'est 96. ça. Magnifique. Ça, c'est une belle phrase de conclusion. Si tu peux donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans. N'aie pas peur de faire les erreurs que tu as faites. Tu les feras une fois, tu ne les feras pas deux. Et c'est ces erreurs-là qui te permettront d'avancer encore plus facilement. Génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 10 prochaines années? Comment? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 10 prochaines années? Franchement, d'apprendre encore plus et de pouvoir améliorer la santé des personnes qui m'entourent. Ok, génial. D'un point de vue, surtout d'un point de vue sportif, premièrement, bien sûr, et puis surtout les proches. C'est la base de tout. Parfait. Tu sais, je sais pas si tu remarques, mais pendant le confinement, c'est bizarrement maintenant que tout le monde essaie de retrouver un côté humain, tu vois. Ils essayent. Certains ont plus de réussite que d'autres, mais ils essayent. Parce que tu les vois, ils sont déjà tous devant le McDo, là. Donc, Au Luxembourg, il y a une queue d'1 kilomètre, hein, les flics sont arrivés. c'est vrai? Ah, incroyable, incroyable, Ouais. incroyable, incroyable. Je me suis fait un burger, moi, le jour même. J'ai eu envie de manger un burger, je te jure, hein. J'ai fait un burger, bah, il était meilleur qu'un Big Mac. Ah, mais ça, j'en suis Et c'est plus, 100%, et il était 100% plus, hein, persuadé. avec un vrai social relais, tu vois, une mayonnaise correcte, fait maison, tu vois, toutes ces conneries-là, et c'était bien meilleur. Si ça permet d'avoir des biceps, c'est bon. Bah, ça aussi, bah, ça, je pense que, ouais. Mais ça aussi, tu vois, ça peut être un thème, un sujet. Pourquoi tu as des gens qui sont obligés d'aller au McDo pour avoir ce genre d'aliments, tu vois, pour se sentir mieux. Pourquoi? Ben, c'est de la neuroscience, ça aussi, hein. Mais simplement sur un facteur cognitif, un facteur émotionnel. C'est ça. Et Et, l'émotionnel joue sur la mobilité. mais je pense qu'il y a un petit disjoncteur qui était enlevé, éteint, je pense. C'est pour ça. Ouais, il y a JC qui demande si je livre les burgers. Ah, c'est prévu, c'est Après le prévu. confinement, peut-être. On va Génial. monter ça. J'ai une dernière question. On m'a demandé en privé si tu veux citer 3 personnes à suivre sur les réseaux. Ce serait qui? Alors, premièrement, Romain Cacciarenda, sans RK hésiter. Sports Performance, maintenant, sur Exact, Insta. pour ceux Ouais. qui veulent le trouver.
Deuxièmement, Max Altenhoven, parce que lui aussi parle beaucoup. Moi, ce qui m'a choqué, c'est beaucoup son mindset et sa vision des choses. Et ça, j'adore. Et en troisième, bon, Nico, je t'ai fait déjà assez de pubs. Euh, En troisième, on va suivre, hein, notre Sébi, si vous le suivez pas encore, mais je pense que si les gens regardent, ben, ils le suivent lui. Non, un Mais autre, un autre. franchement, Rémi Physiosport. Voilà. Ok, C'est mes trois coups de cœur de cette année. génial. Parfait. Voilà. Merci à toi. Dis-nous juste où est-ce qu'on peut te contacter et te suivre sur les réseaux, si tu as un site internet, etc., etc. Alors, mon site est en construction, parce que c'est pour ça que là, je prends beaucoup de temps, tu vois, pendant le confinement. Mais à côté de ça, Ouais. n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram Perform You, sur ma chaîne YouTube où il y a aussi des interviews, des conférences ou même des podcasts sur Perform You Maxime Jacques. Et pareil sur Facebook, Maxime Jacques Perform You. Donc voilà, c'est facile à trouver. Mon nom, prénom et Perform You. Génial. Ben écoute, merci à toi pour ton authenticité et tout ce que tu nous as apporté ce soir. Je pense qu'il y a eu pas mal de retours positifs, c'est top. Donc merci à toi et puis merci à tous d'avoir participé et très bonne soirée. Merci à tous. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao, à plus.